Les négociations entre l'Iran et les États-Unis donnent toujours ce sentiment de faire du surplace et pendant ce temps-là, le pétrole navigue toujours dans les zones des $110 le baril. Les taux souverains, notamment américains, c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est des taux américains qui s'affolent quand même avec des rendements à 30 ans qui sont proches des 5,2%, quasiment 4,70% sur le 10 ans américain. Le 30 ans est au plus haut depuis 2007. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ça nous fait sur le 30 ans américain 60 points de base, 0,6% de plus qu'avant la guerre en Iran. Est-ce que c'est problématique ou pas? Est-ce qu'il y a un seuil de douleur? Certains disent que sur le 30 ans américain, c'est 5,5% le vrai seuil de douleur et que ça pourrait monter à 6%. Est-ce que ça change complètement l'équation, notamment pour le marché immobilier américain? Oui, ça change en partie l'équation. L'équation, c'est qu'on voit des tensions qui se généralisent sur le marché de la dette américaine, mais pas que, on en reparlera sûrement. En Europe aussi, on l'a évoqué hier. Mais oui, avec, on voit plusieurs effets, à la fois une croissance qui est impactée mondialement par ce qui se passe sur les prix du baril. Bon, il se trouve que les États-Unis en produisent quand même, ça facilite les choses de produire de l'énergie et des hydrocarbures, mais malgré tout, il y a un effet sur l'inflation et la croissance qui est loin d'être négligeable et qu'on retrouve sur ces taux d'intérêt, c'est-à-dire que les anticipations d'inflation sont en train de remonter. On vit ou pas un choc inflationniste? Alors, moi, j'aime pas parler trop vite sur ces choses-là, sur parler de la stagflation et des choses comme ça. Ça fait 4 mois qu'on a un pétrole. On a un impact inflationniste. On a un impact inflationniste, c'est-à-dire qu'on a une remontée assez rapide de l'inflation. On partait d'un niveau relativement bas. On est à 2,5 en France, on est quasiment à 4 aux États-Unis. On est quasiment à 4 aux États-Unis, donc on a un impact inflationniste rapide. Voilà, on a pris en France quasiment 2 points en quelques mois d'inflation, qui est pour le moment très concentré sur les prix énergétiques et notamment les prix liés au pétrole. Mais qui ne sont pas diffusés, qui au fur et à mesure potentiellement vont se transmettre au reste de l'économie. Et toute l'équation est là, c'est-à-dire que la question, elle est le temps, la durée, l'intensité du choc qui va se passer en Iran. Ça fait 4 mois qu'on y est. Alors, ça fait plutôt 3, mais bientôt 4. Bientôt, ouais, ça fait, enfin, en tout cas, c'est plus long que prévu. Ouais. Plus dur que prévu. La question, c'est qu'effectivement, là, on rentre dans une zone rouge. Et on rentrera dans le 4e mois. Dans le 4e mois, on rentrera dans le 4e mois, et que petit à petit, plus ça dure, plus les effets vont être importants, et plus ça va se transmettre au reste de l'économie. Et là, ça devient embêtant. Donc, les scénarios initiaux, c'était qu'en fait, on aurait un choc assez significatif, important, mais pas durable. Là, on rentre dans quelque chose de plus durable, et plus ça dure, plus effectivement, la transmission à d'autres types de secteurs, et pas que les secteurs liés à l'énergie, mais à l'industrie manufacturière, au transport, bien sûr, avec les coûts de production, à l'agriculture, mais aussi aux services, à travers les revalorisations de salaires, notamment, va se transmettre. La question, c'est aussi les effets sur la croissance. Oui, je suis d'accord, pardon, je vous coupe, mais moi, ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est de comprendre si oui ou non la dette américaine rentre en zone rouge ou pas. Alors, parce qu'on a un Trump qui est toujours aussi erratique. En quelques heures, il annonce suspendre une attaque qui était prévue quelques heures après. Puis après, il affirme avoir besoin peut-être de frapper à nouveau l'Iran. On se dit que tant qu'une solution n'est pas trouvée dans le détroit d'Ormuz, les taux souverains américains vont poursuivre leur ascension. Oui, alors... Et on sait que tout ça est lié. Ça, il le regarde. Il le regarde. Trump regarde les taux souverains américains. Mais bien sûr, et d'ailleurs, je pense qu'il le regarde plus que la bourse, en fait. Et rappelons d'ailleurs Liberation Day, quand il y a des effets comme ça d'une perte de valeur boursière importante. On est au même niveau. Américain. Mais exactement. Et il n'y a pas ce qu'on appelle le flight to quality, c'est-à-dire que normalement, quand vous avez des pertes de valeur sur les actions, les valeurs refuges, c'est plutôt la dette américaine. Et là, elle opère plus comme valeur refuge. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que quand vous avez une crise économique mondiale, les US sont normalement une valeur refuge. Elles ne deviennent plus une valeur refuge parce qu'elles sont à l'origine du problème. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et Est-ce que ce sera une corde de rappel, de nouveau, cette dette, ces taux souverains américains, comme ça a été le cas quand il a reculé sur les droits de douane prohibitifs en avril 2025 Est-ce que c'est quelque chose qui peut pousser Trump au compromis? Oui, alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur électoral avec le retour de l'inflation et l'effet pouvoir d'achat de cette hausse des prix de l'énergie. Et il y a les tensions sur les taux. C'est qu'au bout d'un moment, ça devient problématique. Bon, les US restent les US, c'est quand même la première, c'est la réserve de valeur mondiale, on le sait bien. Mais Donald Trump accumule quand même les erreurs majeures sur cette question de la gestion des finances publiques. À la fois, aucune valeur de trajectoire de soutenabilité de cette dette, en considérant que ce n'est pas du tout un problème.
de l'incertitude énorme. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce que les États-Unis sont toujours la valeur refuge ultime ? Et la question va se poser. Et une inflation qui revient. Et donc, même une banque centrale qui devait baisser les taux ne les baissera plus. Et donc, tout ça accumulé fait que, est-ce que les États-Unis, premièrement, OK, aspirent toute l'épargne mondiale, mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'il y a un plafond, finalement, de verre qui peut exploser et faire qu'on se dit, aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec Donald Trump, les États-Unis, en fait, il y a un risque sur la dette américaine qui est plus élevé qu'on croit. Ça, c'est le premier point. Et puis, il ne donne aucune perspective. C'est-à-dire que pour être crédible, il faut donner de la visibilité. Donald Trump, il navigue au jour le jour. Donc, c'est vrai que tout ça cumulé fait que la dette américaine, aujourd'hui, présente plus de risques qu'il y a quelques mois ou quelques années. Le signal que nous envoient les marchés obligataires, notamment américains, c'est qu'ils sont en train d'acter ou d'enregistrer cette hypothèse d'avoir une inflation durablement plus élevée et finalement des marchés obligataires qui croient de moins en moins à un accord avec l'Iran. C'est ça le signal qui est Alors, premièrement, c'est que l'anticipation d'inflation remonte et c'est vrai qu'elle va être plus élevée que ce qui était prévu sur l'année 2026, ça c'est sûr. Ça monte jusqu'où aux États-Unis, l'inflation? On est déjà... Là, on est à 4, on n'est pas loin de 4. Sur la prévision de l'année, dire qu'on serait au-delà de 4, ça paraît beaucoup. Mais une fois de plus, Mais ça, c'est avec un pétrole à $110. C'est un pétrole à $110. Est-ce qu'on reste avec $110 ou pas ? Ou est-ce qu'on monte à 150 ? Il y a des scénarios à 250 ? Moi, je pense que les États-Unis, comme le reste du monde, n'ont pas intérêt à ça. Et qu'il y aura forcément à un moment un accord. Là, on voit, vous le dites, on parle des taux, c'est quand même problématique. Rappelons que la charge d'intérêt que payent les États-Unis chaque année, c'est plus de 1 000 milliards. Ouais. Ils ont un déficit à 7% du PIB, une dette à plus de 120 points. Donc, ils sont en train de bouffer, j'allais dire, leur trésorerie avec cette affaire-là. Et donc, ça, c'est quand même une question. Si Donald Trump n'a plus de marge de manœuvre, s'il est dans cette cercle vicieux, il va devoir en tenir compte. Donc, il a intérêt à un accord, et c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'on restera durablement avec des niveaux du prix du baril aussi élevés, ou voire plus élevés, pendant des mois, voire des années. Voilà, c'est la grande question. Mais ça dépend d'un facteur géopolitique, et voire même politique, c'est-à-dire qu'il faut être dans la tête de Donald Trump. Oui, je le souhaite à personne. Est-ce que... Ça dépend si vous voulez être président. Oui. Cette dette américaine, on dit ou pas qu'elle est en zone rouge aujourd'hui? Elle est entrée en zone rouge? Oui, pour moi, elle rentre en zone rouge. En zone de turbulence? Oui, elle rentre en zone de turbulence, et à mon avis, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. C'est-à-dire que Donald Trump s'est assis complètement sur la question des finances publiques et de la dette. Pour le moment, c'était l'actif refuge, donc le souci, il n'y avait pas de souci. Mais rappelons aussi, et ça c'est peut-être un mot un peu plus technique, mais que la position extérieure nette des États-Unis est très dégradée. C'est-à-dire que c'est à peu près pas loin de 100% du PIB, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de capitaux étrangers pour financer leur dette publique, mais aussi leur dette privée. Leur balance courante est très déficitaire. Ils absorbent tout l'excédent d'épargne mondiale. Donc, notamment européenne, d'où l'idée du plan Draghi, de recycler notre excédent d'épargne de 300 ou 400 milliards qui va financer de la dette américaine vers des actifs européens. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une concurrence sur les dettes publiques mondiales, et que si on a un plan de relance allemand, si la France a ses déficits, etc., effectivement, un certain nombre de capitaux iront peut-être moins financer la dette américaine. Quels sont les pays qui potentiellement auront des difficultés de financement de leur dette publique? Là, dans les grands pays, alors, on voit que la France, malgré pour le coup une position extérieure nette qui n'est pas si dégradée que ça, a un niveau de déficit qui est supérieur à ses voisins européens. Et on est quand même enlisé dans une crise politique assez forte, donc il va falloir être vigilant. L'autre côté, c'est effectivement la dette US, qui est une espèce de machine, une espèce de locomotive, j'allais dire, on a l'impression qu'il pourrait dérailler à un moment donné, parce que ça va tellement vite, et le déficit et la dette se creusent tellement rapidement, que la question US, c'est jusqu'à quel moment les États-Unis vont pouvoir absorber l'ensemble de cet excédent d'épargne mondiale, et est-ce qu'il n'y aura pas une monnaie concurrente petit à petit qui va apparaître au dollar? Donc aujourd'hui, on rentre dans une zone de tension, pas que aux US, mais aussi dans les autres pays. C'est-à-dire que l'excès d'épargne mondiale qu'on avait jusqu'à présent est en train de se raréfier, et on risque d'avoir une concurrence sur les dettes. Toujours est-il qu'en bon promoteur immobilier qui regarde Donald Trump, les taux longs américains, il doit évidemment observer ça et se dire qu'à bon moment, ça poussera au compromis. Ça poussera au compromis. Quand même, petit rappel quand même pour les US, contrairement à la zone euro, c'est quand même que les US ont de la croissance. Ouais. Ils sont quand même à plus de 2% de croissance. Et cette inflation font que le PIB nominal américain, en fait, est entre 4 et 5% de croissance. Ce qui veut dire que c'est plus facile aussi de soutenir de la dette quand vous êtes 4 ou 5% de PIB nominal que quand vous en avez 2. Voilà. C'est un peu plus compliqué, mais sur la soutenabilité de la dette, l'écart critique, ce qu'on appelle l'écart entre la croissance et le taux d'intérêt, le G-R, est très important. Le G-R. Et le G, c'est la croissance. Oui, il faut faire attention au G.
R, c'est le rate. Exactement. Il parle anglais. Hein. Bravo. Thank you, Matthew Plain. Donc, explication, c'est Mathieu Plain, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Exactly.